Salut à tous, c'est Menu sur ValetPL Lorcana FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le petit top 5, enfin les top 5 de l'extension Ouais. Rise of the Floodborn de Lorcana. On a un petit peu hésité sur la formule, dites-nous en commentaire ce que vous préférez. On a hésité entre faire un top 5 par couleur, ce qui correspond pas mal à l'utilisation des gens qui font l'impasse sur certaines couleurs, etc. Ou alors simplement un top 5 par rareté, donc nos répliques communes, unco, rare, légendaire, etc. Et super rare et légendaire, et on aurait fait à chaque fois les 5 meilleures cartes dans ces raretés-là. On a opté du coup pour les couleurs cette fois-ci. Si vous préférez l'autre formule, mettez-le en commentaire. Et pour la prochaine extension, on peut changer. En tout cas, ça ne changera pas que les meilleures cartes seront présentes dans les deux tops, évidemment. Bien sûr. N'hésitez pas, petite anticipation de confiance, je ne sais plus parler. Le pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour avoir toutes les vidéos, un max de gameplay Rise of the Floodborn qui arrive évidemment, en plus des petites vidéos news, etc. Par-ci par-là, dès qu'on en a à vous donner, et des reports de tournois, des des gros tournois, accessibles sur internet. Est-ce qu'on n'est pas parti? On va commencer par Ambre du coup. Bah let's go, ouais, on est prêt. On est parti, bam, on commence en 5e position avec Mufasa, Betrayed Leader. On a une 3-3 pour 5 ancrable qui l'or pour 2. Quand ce personnage est banni, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. Si c'est un personnage, vous pouvez la jouer gratuitement et il arrive en jeu engagé, donc exerté. Sinon, vous la mettez au-dessus du deck, donc vous ne la touchez pas, juste vous l'avez révélée. Mufasa, pourquoi on le met en 5e position? En fait, c'est pas une mauvaise carte et ça peut faire des trucs un peu débiles. Au pire des cas, ça va s'ancrer. C'est acceptable, ça peut trouver environ avec une chance sur 5 une carte non personnage. Du coup, avec 4 chances sur 5 une carte personnage, faire un petit peu de value. Si ça trouve un tour 1 ou 2, c'est pas fou. Si ça trouve un tour 3 ou plus, c'est vachement intéressant par rapport au coût qu'on a payé. On sait pas, il n'y a pas grand chose à faire de spécial avec ce deck là, mais c'est pas mauvais dans la plupart des cas, donc c'est pour ça qu'on l'a mis Ouais. en 5e position. En fait, dès que tu vas jouer ça dans une version mid-range et pas forcément une version aggro qui va packer plein de drop 1, tu vas pas jouer ça dans Stitch Combo, dans Amber Steel Song, mais tu vas jouer ça plutôt dans Amber Steel mid-range ou Amber Saphir mid-range qui a beaucoup de late game, beaucoup de cartes de milieu de partie et de fin de partie avec beaucoup de personnages qui coûtent très très cher. Et donc en fait, la plupart du temps, Mufasa, quand il va mourir, il va te donner plus de 3 d'encre de value. Et Ouais, dans ce cas-là, la carte sera insane. Donc c'est une carte qui est un peu variancée, mais qui fera souvent mieux que moins bien. c'est ça. Donc je la trouve intéressante. En 4e position, Val. Mickey Mouse pour 6 mana ancrable, on a une 1-6 qui leur pour 3. Et quand ce personnage part en quête, vous pouvez payer 3 de moins pour le prochain personnage ce tour-ci. Donc ça permet, entre guillemets, de jouer beaucoup moins cher nos prochains personnages une fois que Mickey Mouse est là. Quand lui il est parti en quête, il accumule 3 lore, donc c'est plutôt très fort. Et ça se couplera bien avec d'autres cartes, on verra dans la couleur Amber, qui permettraient peut-être de faire venir ce Mickey Mouse rapidement. Et ensuite, du coup, de jouer ou un personnage très cher, ou alors plusieurs personnages dans le même tour. Dans tous les cas, les stats sont solides, le lore est solide. La carte pousse, entre guillemets, à la mise en place de synergie ou de combos. Donc très intéressante cette carte Mickey Mouse. Ouais, puis ça s'intègre bien dans les decks Amber, Saphir, rampe. Ça aide à ramper encore plus si on veut lancer des énormes sorts, ou plusieurs sorts par tour, hein, ça marche très bien aussi. C'est ça. 3e position, on a Snow White, Blanche-Neige, évidemment. Pour 2 non ancrables, on a une 1-2 qui leur pour 1. Mais ce qui nous intéresse, c'est son effet. Vous pouvez payer 1 de moins pour jouer des personnages 7 nains, du coup. Et vous a déjà présenté les 7 nains lors de notre dernière vidéo des spoilers. Et c'est fort. C'est fort, c'est fort. On a fait les petites stats. Hein, donc techniquement, on est censé toujours trouver une Blanche-Neige à jouer autour d'eux. En tout cas, en fonction des stats. Évidemment, si elles sont toutes mélangées au fond du deck, bon, on les trouvera pas, c'est tant pis. Mais quand on fait Snow White tour 2, on ne va jamais rien faire d'autre avec que la laisser sur le champ de bataille. On va pas l'aurer avec, on va rien faire pour qu'elle soit protégée. Et du coup, ça va permettre de jouer tous nos nains qui sont des cartes acceptables. Hein. Il y en a même qui sont intéressants au-delà de la synergie des nains. On va pouvoir les jouer un tour plus tôt. Et là, ça va commencer à être n'importe quoi. On a du coup une base avec Blanche-Neige, tous nos autres nains, et à côté, on peut y coller un petit peu n'importe quelle couleur en fonction de ce qu'on a besoin, je trouve, puisque Alors, les nains synergisent pas spécialement avec une couleur.
Pour le coup, moi, j'ai opté pour une synergie Humber Steel parce que ça Mhm. marche bien avec ce rêve bleu. Ouais, Je m'explique, l'idée, ça va être donc du coup de toujours jouer Snow White tour 2. Et évidemment, comme le disait Pell, on a fait les maths. Globalement, au tour 2, tu auras vu 15 ou 16 cartes de ton deck si tu es sur le play ou sur la draw. Ce qui, statistiquement, dans 60 cartes, t'offre toujours Snow White tour 2. Et le peu de game où ça arrivera pas, bah, c'est pas grave, c'est la malchance, mais globalement, ça va arriver. Tu vas jouer aussi 4 lanternes, ce qui fait que tu vas être capable de turbo nain, c'est-à-dire jouer plein de nains pour pas très cher, entre la réduction de coût de lanterne et de Snow White. À côté de ça, tu vas jouer une boucle Stitch Rockstar, parce que c'est des bonnes cartes d'early game, et qu'en plus de ça, ça fera piocher sur tous tes nains. Et tu vas jouer Steel à côté pour jouer ce rêve bleu, que tu pourras chanter facilement, notamment avec un Stitch, et pour pouvoir reposer plein de nains et te refaire la main. Je pense en tout cas que c'est la version la plus agressive et la plus intéressante de Blanche-Neige. ça marche très bien, ouais. En tout cas, peu importe la couleur à côté, de toute façon, les nains ne demandent pas de couleur, contrairement à d'autres cartes. C'est Donc, ça. c'est ça qui en fait la force aussi de ça. Mais c'est vrai que quand tu vides ta main, tu as envie de repiocher, et ce rêve bleu, c'est la meilleure carte pour le faire. C'est ça. Voilà pour cette troisième place. En deuxième position, Eh ben, ça, alors, c'est pas tellement cette queen-là dont on a envie de parler, mais et cette queen pourquoi on vous en existe et parle? donc du coup, elle rend la queen suivante dont on va vous parler beaucoup Celle-là. plus intéressante. Cette queen à 5 mana qui est ancrable, qui est une 4-3 et qui se shift pour 2. Et donc, on se demandait si on allait avoir une bonne queen à jouer en early game. On pensait pas du tout avoir une queen au tour 1. Ça rend la carte vraiment broken. On s'attendait peut-être une queen à 2 ou 3 mana, ce qui Mm. aurait donné un effet shift intéressant avec un peu de mana en rab au tour où tu allais shifter. Là, non, non, tu peux faire tour 1 shift, tour 1 queen, tour 2 shift queen. Et là, tu as un 4-3 qui en plus a un effet quand ce caractère part en quête pour l'aurait 2 en plus, donc c'est plutôt bien. Tu vas pouvoir choisir un personnage adverse et lui donner moins 4 d'attaque. Ou alors un de tes personnages à toi et lui donner plus 4. Beaucoup trop Mm. fort du Et fait c'est qu'on ait pas l'un ou donné l'autre, un. hein. Tu fais les deux, hein. Ouais, tu fais les deux en plus. C'est beaucoup trop fort du fait qu'on lui ait donné une queen à un mana au préalable. Ouais. Je pense que certains decks midrange vont essayer d'associer ces cartes-là. Ouais. Ouais. Et puis ça reste acceptable pour 5. Elle a pas trop d'endurance, de points de vie, mais si jamais on n'a pas réussi à la shifter dans notre partie, c'est pas non plus complètement naze de la jouer pour 5, quoi. Surtout qu'elle Mm. s'ancre. Donc c'est ok. Et meilleure carte, du coup, qu'on avait un peu sous-estimé pendant les reveals, pendant les spoilers, c'est de 0 en héros. Pour 2, on a une action qui est une chanson, donc qu'on peut payer gratuitement avec un personnage qui coûte 2 ou plus, et qui ne s'ancre pas par contre, la 0 to hero. On compte le nombre de personnages qu'on a en jeu, puis on peut payer ce nombre en encre en moins pour le prochain personnage qu'on va jouer. Donc voilà, si on a 3 personnages en jeu, quand on joue 0 en héros, le prochain personnage il coûte 3 de moins, etc. Et ce qui est intéressant, parce que vu qu'on doit déjà payer 2, il faut qu'on ait pas mal de personnages, mais en fait non, parce que dès qu'on a un personnage qui coûte 2, bah, on peut chanter 0 en héros, et ça fait tout de suite une réduction pour les autres personnages. C'est ça. C'est Alors, la puissance de la carte. On avait ouais. sous-estimé l'aspect son de la carte parce que si c'était pas un son, la carte serait très mauvaise. Hmm. Du fait que ce soit une chanson, c'est ça qui est plutôt fort. C'est ça. Petite précision quand même, c'est une carte qui ne s'ancre pas, donc vous connaissez la rengaine, ça ne s'ancre pas, donc ça se joue. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop envie de jouer à la fin de la partie, parce que y a des chances qu'on n'ait plus trop de créatures sur le board, ou alors qu'on ait déjà un board immense. Donc en fait, à la fin de la partie, quand on va piocher ça, ce sera vraiment pas très bien. Par contre, au début de partie, ça permet de faire des trucs assez dégénérés. Donc voilà, c'est le genre de deck un peu glass cannon, donc un canon de verre, c'est-à-dire qu'au début, ça va faire des trucs très forts. Et plus la partie avance, plus on a des draws comme ça, des pioches qui seront pas ouf. Mais pour la puissance de la carte, parce que ça représente, et même qu'on peut builder autour, donc construire des decks autour de cette carte-là, on voulait la mettre en première position parce que c'est hyper C'est intéressant. c'est clairement un build around et c'est la première carte que je me suis pris sur Pixelborn de Rise of the Floodborn qui a fait des choses vraiment dégénérées, en tout cas beaucoup plus puissant que ce que propose l'Orcana à la base. Mais comme tu dis, voilà, c'est Glass Cannon, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui est très puissante où on va builder tout notre deck autour de ça. Donc on va la chercher au mulligan et finalement, après la carte, elle va vraiment perdre en puissance. Mais cela dit, c'est pas très dur dans un deck de faire tour 1, un drop 1, tour 2, un drop 2, tour 3, 2 drop 1, 0 to hero, 1 drop 5. Mm. C'est ce que mon oppo m'a fait et c'était genre, waouh, ok. Ouais, Tu c'est perds la partie, quoi. C'est automatique. ça peut être très très fort. En fait, c'est comme si tu donnais le shift à n'importe quelle carte limite. C'est Du ça. coup, au niveau Donc, accélération. c'est probablement pas la carte qui va être la plus jouée, c'est plutôt un call, mais en tout cas, c'est la carte qui va faire les choses les plus pétées dès lors qu'on va réussir à la faire fonctionner. La Ouais, difficulté, ça va être de la faire fonctionner et de builder un deck cohérent autour. exact. On repart pour le top 5 à Améthyste Val. Ouais, le vrai petit garçon, comme il le dit.
Pinocchio, qui est 1-1 pour 2 non ancrables et qui l'or pour 3. Classique. C'est une carte qui est assez faible, notamment à cause de Tinkerbell, mais qui globalement arrivera assez tôt dans la partie pour se prémunir d'un effet Tinkerbell, ou en tout cas d'avoir rajouté assez de l'or dans votre besace de l'or pour avoir rempli son job. Et en plus de ça, comme on a plein d'effets dans Rise of the Floodborn, notamment avec les cartes améthystes, pour reprendre des cartes en main, c'est assez facile de gagner 3 de l'or, renvoyer Pinocchio dans notre main, le rejouer plus tard, reprendre nos 3 de l'or, et essayer de synergiser un peu en boucle comme ça. C'est une carte d'agression qui ne sera pas jouée dans les autres decks. Voilà, c'est vraiment Ouais. juste pour agresser. Ouais, mais ça l'or pour 3, pour seulement 2, donc on est content. Ensuite, quatrième position, une des premières cartes qui avait été révélée de l'extension, The Sorcerer Spellbook. C'est un item qui ne s'ancre pas, qui coûte 3, et on peut payer 1 et l'engager pour gagner 1 de l'or. Donc c'est ce qu'on appelle avoir de la reach, donc de la portée, c'est-à-dire gagner du lore à distance. On ne passe pas par les créatures, on passe par un item, et l'adversaire, sauf s'il casse l'item, il ne peut rien faire à ça. On lui dit tiens je gagne 1 de l'or, il peut pas dire ok bah au tour d'après je vais attaquer ton item machin, non. Il faut qu'il le casse, sinon en fait tous les tours on va gagner 1 de l'or jusqu'à ce que mort s'en suive pour une seule petite encre, donc c'est vraiment gratos et ça se cumule. Si vous avez plusieurs spellbooks, pour 2, tous les tours vous gagnez de l'or, etc. Donc ça met en fait une pression à l'adversaire, il sait que dans X tours il va perdre. Si vous avez plus de créature rien, et que tous les tours quand vous jouez une créature il la tue, bah, votre spellbook il va quand même vous faire gagner 1 de l'or tous les tours. Donc très intéressant, et ça pour le coup c'est pas en crabe, c'est pas grave, de toute façon c'est une carte qu'on voulait jouer. Si c'était en crabe c'était du plus, ça faisait plaisir, mais Ouais. c'est dans le genre de deck qu'on va le jouer, on a envie de s'en servir, donc il n'y a pas de galère, et à ne pas douter que ça va être fort. À voir dans combien de decks ce sera fort, ce sera certainement limité aux decks plutôt agressifs, mais voilà, il y a des decks Alors, aussi, des mirrors de contrôle qui pourraient avoir envie d'avoir ça quoi. bah, voilà, mets ta vie que ça va être joué dans Green Amethyst, qui était un deck agressif qui cherchait justement à gagner rapidement du lore, Mm. et là ça lui donne de la reach. Par contre, je pense que ça va faire disparaître Ruby Amethyst. Parce que Ruby Amethyst, c'est un deck qui contrôle le board, qui a l'inévitabilité en late game, Ouais. mais qui peut pas gérer les objets. Et donc Ruby Amethyst, si jamais, comme il met vraiment très longtemps à gagner la partie, Mm. bah, vu qu'il peut pas gérer un spellbook, les gens vont en jouer contre Ruby Amethyst, que ce soit dans Green Amethyst qui avait déjà un très bon match-up, mais Ruby Amethyst eux-mêmes vont juste paquer 4 spellbooks. Et du coup, le mirror devient totalement débile. C'est celui qui trouve ses spellbooks en premier. Ouais. Et je sais pas si ça va pas mécaniquement faire juste un peu disparaître le deck. Je pense que ça peut, notamment parce qu'on voit qu'il y a de la gestion d'objets partout, mais pas en rouge et pas en violet. Non, non, il y On en a en avait pas. en gris, on en a une nouvelle qu'on présentera tout à l'heure, on en a en bleu. Donc ça commence à se démocratiser plus, mais tant qu'on n'en a pas dans les couleurs rouge-violet, Ouais. bah, cet item-là particulièrement, je trouve qu'il scelle un peu le destin. Mais par contre, dès qu'on pourra gérer les objets, ce sera plus un problème, ce sera juste une bonne carte. Complètement. Ensuite, pour parler d'une synergie. Le GOAT Merlin, qui est 4-3, qui l'or pour 1 et qui s'ancre pour 4. Quand il arrive, ce personnage, sur le champ de bataille, ou qu'il le quitte, vous gagnez 1 de l'or. Pourquoi cette carte est bien? Parce qu'elle introduit la synergie des decks Mime et Merlin, qu'on vous présentera prochainement sur la chaîne. L'idée, c'est de faire venir des Merlins sur le champ de bataille, de gagner donc du coup l'effet d'arriver en jeu, puis ensuite de les renvoyer dans notre main avec des cartes Mime. C'est un peu le jeu du chat et de la souris entre Mime et Merlin. Ça fonctionne très bien, c'est très flavor. Tu as vraiment la sensation de voir ce qui se passe dans le dessin animé en jouant tes cartes. Et lui, bah, l'avantage, c'est qu'il est capable de mettre des dégâts à distance. Et donc, du coup, même si on n'a plus le board, que Du lore à notre distance. adversaire domine la partie, on est capable, nous, de lorer à distance. Et donc, du coup, de finir la partie juste avec nos synergies Merlin et Mime. Donc voilà, la carte est plutôt intéressante. Comme d'autres cartes Merlin, c'était plus pour parler de cette synergie-là qu'on vous a présenté ce Merlin-là. Exact. Deuxième position, on a Arthur, l'apprenti sorcier qui s'ancre pas, qui coûte 3 et qui est une 1-3 qui est l'or pour 1. Un peu faiblard pour une super rare, mais il a un effet très puissant. Quand on quête avec ce personnage, pardon, on peut renvoyer un autre personnage que l'on contrôle dans notre main pour gagner 2 de l'or. Donc en fait, il va l'orer pour 3 virtuellement en renvoyant nos personnages. Et ça marche bien avec le Pinocchio qu'on vous a montré. On l'ore avec Pinocchio, puis on l'ore avec Arthur, on reprend Pinocchio. Comme ça, Pinocchio est protégé, on peut rejouer Pinocchio potentiellement. Et dès le tour 4, du coup, avec seulement 2 créatures, on l'ore pour 6, ce qui est gigantesque. Alors certes, c'est des Ouais. stats de créatures qui sont faibles. Arthur, il va aller se faire attaquer, mais il permet de faire ça. Il permet, par exemple, avec un Merlin, de le renvoyer en main pour le rejouer, pour refaire des trucs. En fait, il va se faire attaquer, mais il aura déjà fait son job, c'est-à-dire te donner Il a fait beaucoup son de taf. l'or.
Ouais, et renvoyer une carte, notamment à Merlin, qui va te donner de mm, la plus-value. Donc la carte est quand même cool. c'est ça. Quand vous allez jouer Arthur, si au tour 4, vous jouez par exemple une Madame Mime qui a rush, et ben du coup, vous pouvez aller taper une créature adverse. Madame Mime, elle est blessée, vous l'aurez avec Arthur, vous reprenez Madame Mime pour la soigner du coup, parce que ça lui enlève ses marqueurs de dégâts quand vous la reprenez en main. Vous allez pouvoir la rejouer après. Ça permet de faire plein de choses Arthur. On ne sait pas si ça va être forcément joué, staple, etc. Mais ça permet de faire plein de trucs dans plein de synergies. Que ce soit agressive, boons, donc reprendre des trucs dans les mains. Ça marche bien. Ouais. Et ensuite, top 1, Améthyste. Madame Mime, pour 3 mana en crabe, c'est une 4-3 qui lore pour 1. Quand quand on joue ce personnage, on le bannit ou alors on retourne un personnage qu'on contrôle dans notre main. Et en plus, la carte a rush. Ça vient encore une fois s'implémenter dans cette stratégie de je veux récupérer des cartes sur le champ de bataille pour pouvoir faire des effets quand ils disparaissent, pour les rejouer et faire les effets quand ils apparaissent. Madame Mime, c'est la carte qui se curve le mieux avec le vrai petit garçon. Parce que du coup, tu prends tes 3 de l'or, tu joues une Madame Mime, tu vas péter un personnage adverse, tu as récupéré ton Pinocchio, tu l'as mis au chaud, tu es plutôt tranquille. Si ça arrive au tour 4, derrière notre ami, je l'appelle Moustique, mais c'est Arthur, pardon. Du coup, tu fais, je prends mes 3 de l'or avec mon Pinocchio, je joue ma Madame Mime, je récupère mon Pinocchio, je vais taper quelque chose, ensuite j'engage mon Arthur, je récupère ma Madame Mime, j'ai sauvé tout mon board, je prends plus les effets fait clochette et compagnie, j'ai fait plein de lore, plein de gestion. Enfin, c'est toute une mécanique qui s'imbrique plutôt bien et qui donne des stratégies très agressives et en même temps avec pas mal de résilience. Et comme tu le disais aussi, PL, la carte a l'air de s'inclure naturellement correctement aussi dans d'autres decks, même pas forcément les decks synergiques, juste parce qu'elle est ancrable et que ça rush pour 4. Ouais. Typiquement, c'est le genre de carte qu'on va au moins essayer aussi dans Green Amethyst, je pense, à la place de Ouais. Rafiki. Bah c'est ça. En fait, comme c'est ancrable, ça te fait plus de place pour les cartes non ancrables d'autres à la place de Rafiki. Et si tu as un deck qui joue des créatures en early, ce qui est le cas de Green Amethyst actuellement, bah, tu peux mettre un petit Pascal. Il fait ses 2-3 de l'or, tranquillou. Ensuite, tu prends Madame Mime qui reprend Pascal, et ton Pascal, ça devient une encre qui te permet du coup de conserver plus facilement, ce qui était dur avec le deck, des cartes qui coûtent cher en main. Tu es obligé de les ancrer au bout d'un moment pour jouer les autres cartes qui coûtent cher. Et bah là, avec des cartes comme Madame Mime, non. Parce que tu reprends un early drop, il a fait son taf, et il devient une encre, et c'est trop bien. Top 5 des cartes Emerald, on commence avec le chat de Cheshire qui coûte 8, ce qui est un moulon, mais heureusement il se shift. Pour 8, il est ancrable, il est 5-6, il dort pour 2, et il se shift pour 5. Et il y a déjà un bon chat de Cheshire qui est joué à 3, et un nouveau chat de Cheshire qui est joué à 2, qui est aussi pas dégueulasse, qui est 3-2 et qui dort pour 1. Donc c'est acceptable de le jouer si on veut vraiment maximiser les effets chat de Cheshire évidemment. Il est évasif et 5-6 évasif, c'est énorme comme stat. C'est vraiment très dur à aller chercher, à part la giga Madame Mime, il n'y a pas grand chose qui est meilleur que lui en évasif. Et il a un autre effet, on peut l'engager pour bannir un personnage qui est endommagé, donc qui a subi des blessures. C'est assez fort parce que du coup, il peut le faire un peu gratuitement, vu qu'il est évasif avec des énormes stats. C'est dur d'aller le chercher, même si l'adversaire joue pas mal de cartes évasives. Du coup, on peut choisir de soit l'aurer tranquillement avec ce chat de Cheshire, soit dès qu'il y a quelque chose en face de blessé, boum, ça dégage. Et comme on peut le coupler facilement, c'est un petit peu ce qui est poussé, qui n'existait pas avant grâce à cette nouvelle extension, à jouer Émeraude et Acier. Acier, il va facilement infliger des blessures au board adverse à distance, même sans attaquer. Et ben du coup, notre chat de Cheshire, lui, il va finir les créatures tranquillou, sans se salir les pattes. On sait pas si ça va être joué parce que c'est cher, Tout à mais fait d'accord. c'est que des bons effets. Shift sur des cartes qui sont déjà jouées, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi De pas toute se façon, chercher sur cher. l'Orcana, globalement, notre œil, il est forcément moins aguerri que sur Magic. C'est plus simple pour nous de faire des tops sur Magic que sur l'Orcana parce que, bah, en fait, ça fait que 2 sets que les Ouais, designers et la R&D de l'Orcana designent des cartes. Donc, forcément, on n'a pas la prétention d'avoir vraiment compris toutes leurs ambitions, leur orientation. Et on peut passer à côté de certaines cartes. Mais en tout cas, nous, on vous présente celles qui nous paraissent intéressantes, les premières qu'on a envie de tester, celles qu'on a envie de jouer, pour le coup. ouais, Et on verra, d'ailleurs, on fera un peu le retour. Dans quelques mois si on a vu juste ou si on a vu faux. C'est ça qui est ouais, intéressant. clairement, clairement. Bah, vu que le jeu change énormément à chaque extension, c'est dur, c'est même les
les trucs qu'on était sûr pour certaines cartes changent avec une nouvelle extension, donc Ouais. c'est un On petit s'est peu pas dur. trop planté pour le chapitre 1, à voir ce Chapitre 1, ça qu'on va. pensera du chapitre 2, mais on n'avait pas C'est fait ça. de vidéo, cela dit, là-dessus. Ouais. On est parti du coup pour Belle. Ça, c'est assez étonnant comme carte. Déjà, le Shift 3, il est un peu anecdotique parce qu'on n'a pas de Belle en verte intéressante à Shift par-dessus. Moi, je trouve en tout cas, l'autre Belle qui coûte 3 mana et qui est non ancrable me fait pas rêver. Et donc, on ne sait pas dire si cette carte, elle est vraiment très puissante ou si elle est vraiment très faible. Donc, du coup, c'est un peu un questionnement. Et c'est pour ça qu'elle apparaît dans ce top-là. Parce que dans le cas où elle serait très puissante, ça serait vraiment, vraiment très fort. Pour 5 mana, on a une 3-3 qui nous permet de l'aurer pour 3. Mais dès qu'un personnage adverse va la challenger, eh ben, le joueur adverse, il discarde, il défausse l'entièreté de sa main. Donc théoriquement, c'est censé une carte qui lore beaucoup, qui est difficile à remove du terrain, à bannir, et qui en plus participe bien à la stratégie des fausses que veut mettre en place le vert dans ce second set. Ouais. Donc en tout cas, il y a du potentiel. Après, est-ce que ça va être bien? Je sais pas. Je suis quand même peut-être un peu mitigé. Ouais, en fait, c'est bizarre. C'est une carte que tu peux jouer un peu n'importe où. Si tu la joues en synergie, c'est mieux. T'aurais Ouais. envie de la shift, mais t'es pas obligé. Et de toute façon, bah, il n'y a pas grand-chose, comme tu dis, d'intéressant pour shifter dessus. Non. Donc en fait, c'est genre... elle raconte plein de choses, mais est-ce que tout ce qu'elle raconte est intéressant? On ne sait pas. Je sais pas En non tout cas, plus. c'est un effet très particulier. Il n'y a que cette carte qui fait ça dans le jeu, donc à C'est un surveiller. effet trop puissant pour pas la Ouais, mentionner, quoi. c'est ça. Et puis l'aurait pour 3, l'adversaire, il veut pas la laisser, donc à voir. Troisième position, Prince Jean. On a une 1-2 qui lore pour 2, pour 3, mais qui ne s'ancre pas, mais qui a la ward. Donc on lui pardonne, parce que du coup, il va falloir passer par le champ de bataille pour aller la déloger, cette carte. Sauf que, bah, nous, malins comme on est, bah, on va juste la laisser dans un coin et pas l'engager. Et quand un adversaire défausse une ou plusieurs cartes, on peut piocher une carte pour chaque carte défaussée. C'est très marrant de présenter Prince Jean juste après Belle. Du coup, vous imaginez ce que ça peut faire. Mais au-delà de ça, on va juste faire défausser notre adversaire avec d'autres cartes, comme une carte qu'on va voir juste après, et faire notre petite value, piocher des cartes. Et en fait, le différentiel, c'est très important dans un jeu comme l'Orcana, le différentiel que vous créez avec un effet un peu minime, il est tout de suite très puissant. Vous enlevez une carte adversaire et vous en gagnez une, c'est très fort. Parce qu'il a perdu Ouais. une carte, vous en avez Un gagné une, il y a différentiel deux de 2. cartes. Pareil pour Aladdin, quand il va déloger des cartes, donc Aladdin de la première extension, vous gagnez 2 de l'or, vous enlevez 2 de l'or, vous faites un différentiel de 4, c'est gigantesque. Ouais. C'est vraiment très fort les effets comme ça, enfin symétriques, asymétriques. Et Prince Jean, on aime beaucoup. Bah, déjà Ward, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont Ward dans le jeu, donc c'est intéressant. Il a que 2, donc il meurt sur Gravure Sword malheureusement, mais il a quand même des effets sympas, ça donne envie de construire autour, et il or pour 2, ce qui fait que si en face c'est dégagé, et qu'on craint pas une créature rush, on peut quand même l'aurer pour 2 avec lui, sans trop de crainte, donc pour finir la game, ça peut être pas mal. Un bon build run, en tout cas, on a envie de tester des decks autour de lui. Et Et oui, notamment avec la carte dont on va parler après, qui s'appelle Daisy Duck, qui est une 2-3 pour 4 ancrable et qui lore pour 2. Et elle, c'est simple, à chaque fois qu'elle qu'elle part en quête, tous les adversaires, ça a de la valeur si vous jouez en multi, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'adversaire principal. L'adversaire défausse une carte. Et donc, on va se dire, ouais, c'est super bien dans la stratégie, justement, du Prince Jean, dans les decks verts des fausses. Oui, mais juste la carte est bien toute seule. ouais. Tu peux N'importe où juste c'est avoir bien. envie de jouer Daisy dans ton deck Green Amethyst. En tout cas, on a envie de la tester parce qu'elle a un coût en mana qui est fine, qui n'est pas son argument principal, mais elle est ancrable. Elle a des stats qui sont à peu près correctes. Elle a 3 de défense et pas 2, ce qui peut avoir un peu de valeur. Elle l'or pour 2 et elle fera un différentiel de 1 à chaque fois. Donc la carte nous semble plutôt très Ouais. bonne. Sans aucune surprise, la meilleure carte du coup, Emerald, la bête, 4-5 pour 6 ancrable, qui lore pour 2. Et quand un personnage adverse subit des dommages, vous pouvez préparer, je sais pas ce que c'est le mot en français, vous pouvez ready du coup ce personnage, donc la bête. C'est fort quoi. C'est juste fort. C'est une J'ai 4-5 qui affronté peut des l'aurer plein decks de fois. Enfin, qui jouaient Robin Hood, Ant Steel est son meilleur ami pour 4 ouais. mana en crabe 3-3 qui à chaque fois qu'il part en quête ping de 1. Et donc ouais, j'ai affronté des decks style green, enfin style Emerald, qui mettaient en place plein de pingers sur le board et puis au bout d'un moment ils faisaient beast et c'était fini quoi.
Ouais, Genre il aura fini énormément. instantanément. Et c'était le genre de deck, du fait que tu joues plein de pingers, que tu puisses jouer Tinkerbell, qui est un pinger. Donc pinger, c'est infliger des petits dégâts aux créatures, aux personnages À adverses. distance, Que tu ouais. puisses jouer Grab Your Sword et compagnie. Ben, en fait, ce deck-là, style Emerald, il se place naturellement comme le meilleur deck contre les decks agressifs. Ouais. Genre ton oppo, il joue un deck aggro, tu le défonces Ouais, avec parce ça. que ta synergie, c'est de tuer les petites créatures et de les blesser en tout cas. Et C'est ça. d'ailleurs, si vous blessez une créature en la tuant, ça marche aussi. Il faut pas la Ouais, blesser ouais, qu'elle bien sûr. survive. Donc, Ah non, non. et même, genre, la base, genre, ce qu'on fait avec la bête, c'est quoi? C'est on attaque avec la bête une créature, ça la blesse, on dégage la bête. Et on peut réattaquer avec. Juste, c'est la base, genre, s'il y a l'adversaire a des créatures, vous avez que la bête, vous faites ça. Et c'est Ouais. déjà super fort de faire ça. Donc là, C'est cette broken. carte-là, dans le bon deck, et il y aura un bon deck pour elle, ça marche plutôt bien, quoi. On passe au top. Ruby, parle-nous de la reine de cœur, Val. Ouais, la Queen of Earth, pour 5 mana ancrable, on a une 4-3 qui leur pour 1, elle se shift pour 2. Alors attention, on n'a pas de Queen of Earth à 1 pour shifter directement dès le tour 2. On a des Queen of Earth à 2, si jamais on veut les shifter rapidement. Et elle, à chaque fois qu'un de nos personnages challenge un personnage adverse ou un autre personnage, on peut piocher une carte. Et c'est plutôt pas mal, sachant que la synergie rouge est très axée sur le fait de challenger des cartes. On le verra notamment avec d'autres cartes comme Sherkan. Cette carte-là, si on est capable de la shift, elle est très très forte. Et si on n'est pas capable de la shift, on va dire qu'elle est acceptable. Mhm. Voilà. C'est vrai. C'est marrant d'ailleurs, on voit que ça tourne les mécaniques beaucoup plus autour des créatures du board, alors qu'il y avait un deck récemment comme Ruby Amethyst, mais comme on le disait, Ruby Amethyst va peut-être un petit peu subir des nouvelles cartes qui sortent, Je et du pense. coup, bah, en fait, le seul deck qui marche pas trop en termes de board, bah, il va un peu disparaître, en tout cas être moins joué, et ça laisse la place à tous les autres. Donc c'est assez bien fait, en tout cas si ça marche comme ça. En quatrième position, on a Teeth and Ambitions, une chanson action pour 2 et qui s'ancre. Les chansons qui s'ancrent, c'est trop bien, puisque déjà les chansons c'est trop bien, donc si ça s'ancre c'est encore mieux. Donc on peut la chanter avec un personnage qui coûte 2 ou plus, et on fait 2 dommages à un de nos personnages et 2 dommages à un autre personnage. Donc on peut infliger 2 dommages à 2 de nos personnages si on veut. C'est pas le but, mais on peut. Le but, ça va être de blesser une de nos créatures qui va survivre pour qu'on puisse faire des choses avec, notamment avec l'ambre, qui permet du coup de Ouais. soigner pour faire des trucs, comme Rapunzel dans la première extension, réponse qui nous fait piocher les cartes. Et on inflige 2 blessures à une créature en face. Et typiquement, au tour 4, qu'est-ce qu'on veut faire? On chante cette chanson, on inflige 2 à une de nos créatures, n'importe laquelle, et 2 à une créature en face qui la tue. On joue réponse, on soigne les 2 dégâts, on pioche 2 cartes. La vie est belle, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Le deck Ruby Amber, on en a un dans la besace. Mm. Franchement, il est magnifique. Le fait de blesser des personnages, piocher des cartes avec tes réponses et tuer celle de l'oppo. Et il y a plein de cartes Ruby qui viennent s'insérer dans cette dynamique-là. C'est assez novateur, je trouve. En tout cas, le 7-1 faisait. Le 7-1, il poussait un peu Ruby à essayer de jouer avec le fait d'attaquer les personnages adverses. C'était quand même un peu moyen, quoi. Là, pour le coup, on a bien push les capas. J'ai hâte de voir si ça peut être fonctionnel. Et notamment, on va parler de Mother Gothel qui s'inscrit naturellement dans cette synergie-là. Pour 2 mana ancrables, on a une 3-4 qui l'or pour 1. Par contre, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a 3 dégâts. Et donc, le fait qu'elle ait 3 dégâts, bah oui, elle est super faible. Du coup, elle est 3-1 virtuellement. Mais ça veut dire que tu peux directement la soigner avec une réponse et piocher 3 cartes. Et ça, c'est bien. Donc la carte est vraiment intéressante. En plus, du coup, quand tu la soignes, elle a de grosses statistiques. Et justement, elle met en place cette stratégie Humber Ruby dont on vous Mm. parlait avant. Euh, Ça a l'air vraiment intéressant. Et puis même en termes de lore, c'est dans la même veine que Réponse. Ça va, c'est dans le même dessin animé. Réponse soigne de 3, la Mergotel s'inflige 3. Il se passe quelque chose, quoi. On nous fait un gros Ouais, clin d'œil en mode vous avez vu ce qu'il faut faire? Ah, c'est ça qu'il faut faire. ouais. Mais moi, ça me va parce que Réponse, c'était devenu une encre de luxe à 50 balles. J'en avais plein les fesses que mes Un peu oppos ne cher pour blessent une pas mes encre. personnages Ouais. et que ça soit une encre tout le temps. Bah, au moins, là, dans ce deck-là, on a une synergie autour de Réponse. C'est pas juste un staple qu'on a envie de jouer dans les decks Ambre. Là, on Voilà, va en faire quelque chose. c'est clair.
Ensuite, on a Scar. Pour 7 mana, on a non ancrable, le tricheur vicieux. On a une 6-5 qui lore pour 2, qui rush, donc il peut challenger le tour où il arrive en jeu. Et pendant notre tour, quand ce personnage bannit un autre personnage dans un challenge, on peut le ready, du coup le dégager, et il ne peut pas quêter pour le reste du tour. Mais en gros, qu'est-ce qu'il va faire Scar? Il va arriver, tuer un truc, survivre, on le dégage, il va retuer un truc. Et si c'était des petits kimchi, bah, il peut survivre. Si jamais il y avait une grosse créature, je sais pas, comme un Maui en face, eh ben on va aller tuer un petit Archimède, puis Maui, et en fait avec une carte, on en a géré 2 à l'adversaire. C'est ce qu'on Ouais. veut faire dans n'importe quel jeu de cartes, que nos cartes gèrent 2 cartes de l'adversaire, puisque si on fait ça à chaque fois, on gagne la partie. Bon, sauf contre les decks aggro, des fois c'est trop tard, mais en général ça marche. Et du coup, Scar, il fait exactement ça. C'est la définition d'une bonne carte. Scar, c'est une carte qui va faire 2 effets, souvent gérer 2 cartes. Au pire, ça lore pour 2, c'est 6-5, c'est quand même pas dégueu. Petit souci, ça ne s'ancre pas, mais heureusement. Sinon, ce serait vraiment sans défaut, on jouerait ça tout le temps. Dans tous les decks rouges, je pense. Donc très bonne carte. Ouais, tout à fait. Elle Et la marche bien meilleure. avec la carte suivante. Sherkan pour 3 mana ancrables. On a, enfin 3 encres ancrables. On a une 3-3 qui du coup lore pour 1. Et lui, à chaque fois qu'un de nos personnages challenge un autre personnage, eh bien on gagne 1 de l'or. Et donc lui, l'intérêt de Sherkan, c'est de pousser justement au challenge des créatures de notre adversaire avec tous nos personnages, sans avoir besoin de faire l'impasse sur un des choix déterminants de l'Orcana de est-ce que je lore ou est-ce que je challenge. Ben là, tu vas challenger, donc du coup prendre le board, tout en accumulant aussi des lores et donc du coup avoir un plan de jeu agressif. Et en plus de ça, ça permet à des cartes qui à la base n'étaient pas capables de lorer, je pense notamment à Gaston à 2 mana qui est une 4-2, ou à Maui qui est une carte Reckless et Rush qui n'était pas capable aussi de lorer. Et ben là, avec Sherkan, ces cartes-là, elles ont des stats incroyables, hein, c'est pour ça qu'elles ne l'auraient pas. Bah, ces cartes-là, elles deviennent vraiment super puissantes. Hmm. Donc Sherkan, pareil, il s'implémente dans toute cette stratégie de je veux des créatures des personnages sur mon terrain qui vont aller challenger celles de l'adversaire. Mes personnages, en challengeant, du coup, ils vont être blessés. Je vais les soigner et piocher des cartes. Et en plus de ça, en challengeant le board de l'oppo, je vais gagner 1 de l'or. Moi, il me fait rêver ce paquet, hein, je vous le Hmm. dis. Hein. Ouais, ça a l'air hyper intéressant et j'ai hâte de voir Shurken à l'action. Et au pire des cas, bon, c'est une encre, hein, toujours pareil. Hein, donc, C'est ça. mais ça, c'est le genre de carte, si c'était pas en crabe, ça me choquait pas parce que c'est vraiment. Il y a une synergie autour, quoi. Ouais. T'imagines la situation Mergotel tour 2, Sherkan tour 3 et réponse tour 4. Tu Hmm. soignes du coup ta Mergotel, tu draw 3 et tu peux aller taper avec ta 3-4 pour gagner 1 de l'or avec ton Sherkan. Ouais, ah, c'est bien. Hein. C'est un plaisir. C'est très très bien. Bon, il faut attendre le tour 4 avant de faire un truc, mais t'as fait des gros trucs au tour 4, quoi. Bah, t'as développé ton board au tour 2 et 3, t'as pas rien Ouais, fait, ouais. tu vois. Et ta Mergotel et ta réponse, elle meurt pas sur Grab Sword Tinkerbell. C'est un vrai plaisir. Donc c'est pas mal. Ouais. On passe au Saphir du coup, et on commence avec une petite unco, Judy Ops, officier optimiste. On a une 2-3 qui lore pour 2, qui coûte 3 et qui s'ancre. Et quand on joue ce personnage, on peut bannir n'importe quel item, que ce soit de l'adversaire ou à nous, et son contrôleur pioche une carte. Et ben c'est cool parce que du coup le bleu peut gérer les items adverses, et aussi ça rentre dans Ouais. la synergie dont on vous parlera avec d'autres cartes après. Utiliser nos objets pour faire autre chose. Bah là, typiquement, c'est pour piocher une petite carte et en bannissant nos objets. C'est bien. Voilà, on voulait la mettre parce que c'est important de pouvoir gérer les objets adverses. Enfin, quand on a l'occasion de pouvoir le faire, évidemment. Et là, il y a une couleur de plus qui permet de le faire. C'est cool. Bonne petite carte. Les stats sont pas dégueux. Hein, ça leur pour 2. 2-3 pour 3, c'est acceptable. Ça s'ancre. C'est juste une bonne carte. On a envie de la mettre un peu partout, cette Judy. Ensuite, Ouais, justement. Ouais, vas-y, pardon. et puis la synergie objet était un peu poussée dans le premier set, mais pas assez puissante pour être jouée. Mm. Là, le second set nous envoie une tripotée de bonnes cartes qui synergisent avec les items, avec les objets. Ouais. Donc à voir si ce serait pas suffisant même pour en faire des decks un peu plus compétitifs. On va parler de Hiram qui s'intègre bien là-dedans, qui est un 1-6. C'est des stats qui sont très très bonnes, hein, beaucoup de défense, on vous le rappelle. Pour 4, qui est ancrable et qui lore pour 1. Mais lui, il dit qu'à chaque fois que tu quêtes, et c'est vachement bien, hein, Ou du quand tu coup, le joues. eh ben, ou quand tu le joues, tu peux bannir un item, un de tes items, et piocher 2 cartes. C'est solide, ça. C'est très solide, la carte est ancrable, ça arrive rapidement dans la partie, à la 6 de défense. C'est pas un choix que tu as à faire, c'est pas bannir un item ou quêter, tu quêtes et tu le fais. Ouais. Et comme en plus le set nous propose des petits items intéressants, notamment, on l'a pas mis dans le top, mais on vous propose de parler de Popsicle, et ben ce genre d'item là, ça nous pousse encore plus à jouer une synergie item. Ouais.
Alors, quand on la bannit, ça ne marche pas, hein, il faut la bannir avec l'effet si jamais. Mais juste pour un, on a un truc ancrable qui fait piocher une carte quand ça arrive en jeu. Ça C'est se ça. rembourse, donc c'est cool. On peut le jouer tour 1, voilà, pour améliorer un peu notre main de départ, par exemple, c'est cool. Et après, on peut le bannir pour Hiram, pardon. Et du coup, pour un, on a pioché 3 cartes. Et du coup, on a Hiram qui a fait cet effet-là. Et en plus, il y a d'autres cartes qui synergisent avec Popsicle qu'on n'a pas mis dans le top, mais il y a vraiment plein de trucs à faire, et c'est vraiment ce genre d'item comme Popsicle qu'on veut, parce que les autres items, bah, ils étaient forts, mais on voulait les garder toute la partie. Donc les bannir, c'était un peu, bizarre. On n'a pas trop envie de bannir nos items. Alors que là, bah, on peut les bannir sans crainte, puisqu'il a déjà fait son taf. Ouais. Troisième position de ce top, Winnie the Pooh, Winnie l'ourson pour 3, on a une 2-3 qui l'or pour 2, comme Judy, et qui s'ancre. Et quand ce personnage quête, on peut mettre une carte de notre main, dans notre réserve d'encre face cachée. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on la met pas engagée. Donc au tour 4, quand on peut commencer à quêter avec Winnie, on peut du coup avoir l'encre qu'on a mis 4, plus l'encre qu'on met avec Winnie 5, et caster tout de suite des trucs qui coûtent 5, voire plus si on s'est accéléré davantage. Mais c'est vraiment très très intéressant comme effet. Plus d'effets comme ça s'ancre. Donc dans les decks, ce genre de deck, on a envie d'avoir plein de cartes qui s'ancrent, puisqu'on veut monter en encre. Et ça permet d'ancrer aussi des cartes non ancrables, ce qui est vachement bien. Ouais, c'est Voilà. une super carte. On avait déjà le Mickey à 3, qui lui par contre est sûr de faire son effet quand il arrive en jeu et Mm. prend pas une carte de la main. Mais le fait que Winnie the Pooh puisse le faire plusieurs fois, ancrer des cartes non ancrables et en plus l'aurer de 2 en plus, intéressant. Ouais, très très cool. Ensuite, deuxième position. Cogsworth, donc la version Floodborn qui se shift pour 3, qui a Ward, c'est beaucoup de bons effets, elle est 2-5 pour 5 ancrables et elle l'or pour 2, et elle dit que vos autres personnages gagnent résiste plus 1. Donc ça vous permet de bien tenir le board. Quand vous la shiftez pour 3 et il y a une bonne Cogsworth à 2 mana que vous allez vouloir jouer dans vos decks bleus, quand ça se shift pour 3, ça prend déjà bien le board, ça a beaucoup de défense, en plus avec le résiste plus 1, c'est dur à aller chercher. Tu peux pas le cibler avec un spell parce que ça ward et ça lore pour 2. C'est vraiment une carte qui globalement va arriver rapidement dans la partie, un peu protéger votre board, notamment des effets Tinkerbell, et accumuler du lore toute la game. Une Mm. carte vraiment, ça pour le coup, ça n'a pas de défaut. C'est Ouais, vraiment une carte correcte, quoi. et c'est très très bien, et en bleu, c'est cool en plus d'avoir ce genre d'effet. Et meilleure carte saphir, du coup, on a Alice, la fille qui grandit. Pour 3, on a une 1-4 qui l'or pour 1 et qui s'ancre, pardon. Vos autres personnages gagnent support. Donc support, c'est la mécanique qui dit que quand ils quêtent, ils peuvent ajouter leur force à la force d'une autre créature ce tour-ci. Et tant que ce personnage a 10 de force ou plus, elle gagne plus 4 de l'or. Donc elle l'or pour 5. Ce qui est gigantesque. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ses stats et son premier effet. On a une C'est ça. 1-4 qui l'or pour 1, qui coûte 3, qui s'ancre. Pas vraiment de défaut. En plus, 1-4, c'est intéressant. Ça ne meurt pas sur tuant la bête plus fait clochette. Parce que ça met 3. Et donner le support à toutes nos cartes, c'est cool, parce que du coup, ça permettra à Alice, alors pas forcément d'atteindre les 10, mais simplement de devenir une 3-4, une 5-4 facilement avec nos autres créatures, qui eux vont l'aurer. Alice va pouvoir aller taper bien comme il faut les autres créatures, alors qu'elle a coûté que 3, mais elle va pouvoir trade, donc s'échanger avec une carte qui coûte 4, 5, 6 facilement. Ou alors on le fait avec d'autres créatures. En fait, dès qu'Alice est là, on peut faire ce Ouais. qu'on veut avec notre board. On peut quêter Exactement. avec tout et on a juste un immense pâté qui va tuer un pâté en face. Ou alors on fait un peu de micmac, on lore avec la moitié et on va trade avec l'autre moitié. Si on a un petit peu de créatures à côté quand il y a Alice, ça fait plein de trucs bien. Par contre, Alice toute seule, elle fait rien. Elle est un peu mi-figue. C'est beaucoup de textes positifs pour quasiment aucun défaut. Comme tu dis, tu fais ce que tu veux de ton board derrière. Ouais. Et genre juste pour ça, ça a l'air super bien. Et le dernier effet, faut pas essayer de le faire à tout prix, hein. Donc C'est un ça, on effet s'en qui fout se un peu. coule et ça vous permet de gagner des games, mais c'est son premier effet qui est bien, donner le Ouais. support à tout. Dans un monde, quand tu vois que Rise of the Floodborn va vraiment essayer de maximiser les interactions entre les personnages sur le terrain, Hmm. du coup, Alice, elle est un peu reine là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair, ça marche très très bien. Et c'est agréable, il n'y a pas de synergie avec Alice. Enfin, tu peux, mais juste Alice et du board, c'est la Voilà, synergie qu'il te faut et ça suffit quoi. c'est ça. Dernière couleur, acier, top 5, Val, parle-nous de Benja. Et ben Benja, pour 3 mana, il est 2-3, il est ancrable, il or pour 2, c'est des super stats, et en plus de ça, il bannit un objet
tout simplement quand il arrive sur le champ de bataille. C'est super fort, ça prend la place de la Beast qui faisait déjà ça dans le premier set, mais pour 5 mana. Bah maintenant, on a la même chose pour 3 mana, et c'est important d'avoir ça pour 3 mana parce qu'on a des objets qui sont puissants dans Rise of the Floodborn, que ça soit la synergie bleue qui implémente de bons objets, ou alors que ce soit le tome en améthyste qu'on aura envie de tuer assez rapidement. Donc Benja va un peu prendre la place des bêtes, et c'est super bien parce que typiquement, la bête dans les stratégies mid-range, c'était ok d'en jouer. Par contre, dans les stratégies agressives, c'était souvent un peu chiant. Donc on préférait se dire en mode tant pis, on gère pas les objets, on veut jouer aggro. En fait, Benja maintenant, tu as l'opportunité de jouer dans les decks aggro et de laisser la Beast pour les decks mid-range. Exactement. 4e position, Jafar qui coûte 4 en version serpent. Pour 4, du coup, on a une 3-4 qui dort pour 1 et qui s'ancre. On peut le shifter pour 2 et c'est pas cher. Et il y a des Jafar pour shifter dessus, donc c'est très cool. Un très bon Jafar à 2 mana. Et son effet, c'est que pendant notre tour, quand ce personnage bannit un autre personnage dans un challenge, on peut piocher une carte. Tout simplement. 3-4 pour 4 qui fait piocher quand il bannit. Avec 4, c'est pas difficile de bannir un personnage et de survivre. Si jamais on couple avec du bleu ou de l'ambre, saphir ou ambre, on va pouvoir le soigner pour faire plusieurs fois son effet. C'est cool. L'autre Jafar, il est acier ou il est ambre? Je m'en rappelle plus. Il est acier, il arrive au tour 2, ce qui veut dire qu'en fait, cette carte-là, théoriquement, c'est un shift 2, mais au tour 3, mais du coup, ça lui donne rush. Donc en fait, tu vas faire ton bon Jafar, parce qu'il est bon le Jafar à 2 mana, au tour 2. Tour 3, tu fais ce Jafar-là, tu rushes directement sur une bête, tu la tues, tu pioches ta petite carte, et si derrière, tu implémentes une réponse pour le soigner, faites un neuneu, quoi. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout. Torse Jafar. Ça paye pas de mine, hein. C'est pas non plus... c'est une unco, quoi, mais c'est juste une bonne carte, même pas shiftée. Ouais, j'aime bien la carte. 3e position, ça c'est une bonne carte, ça. Le prince, pour 3 mana ancrables, on a une 1-3 bodyguard, résiste et qui l'or pour 2. Cette carte-là, je me la suis prise sur Pixelborn et c'est vraiment gros, quoi. C'est assez puissant. Du fait que ça résiste +1, bah, ça demande un petit supplément d'âme pour aller la chercher. Et elle, en attendant, elle fait son job, c'est-à-dire bodyguard, protéger une carte clé de votre board, ou alors tout simplement l'orer pour 2. Et comme elle coûte que 3 mana et qu'elle l'or pour 2, c'est plutôt un bon ratio l'or coût converti en encre. Et comme elle a résiste +1, bah, elle va souvent aller lorer, protéger une carte, et en plus elle dure à déloger. Elle fait beaucoup de choses pour seulement 3 mana. Trop bonne carte, puis ça s'ancre. Donc comme d'hab, c'est bien. Top 2, des cartes acier Cendrillon, évidemment, Cœur Vaillant. Pour 7, on a une 5-5 qui l'or pour 3 et qui s'ancre, qui s'altère pour 5. En plus de ça, on peut la payer moins cher. Qui a résistance +2. Donc tous les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2, que ce soit des créatures, que ce soit en attaquant elle ou en se faisant attaquer, que ce soit avec des sorts. Et elle a aussi épée chantante. Lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. Comme si le reste n'était pas déjà très bien. On a en plus un effet hyper fort, hyper puissant. C'est la carte actuellement qui vaut le plus cher du set en super rare. Les légendaires évidemment valent le plus cher, hein, mais c'est la plus chère des super rares. C'est vraiment très fort. Il n'y a pas de défaut à cette carte. Même jouer pour 7, si ça s'altérait pas, ce serait fort. Parce que vraiment, c'est des stats gigantesques. Et en plus, ça s'altère. Donc, quand on l'altère pour 5, c'est vraiment déconné. Et quand vous jouez une chanson, ce qui est assez facilement le cas dans les decks gris, dans les decks à acier, pardon, bah, vous pouvez aller chercher les personnages que votre adversaire vient de jouer, notamment des Cusco, des trucs comme ça. C'est assez débile. Bon, Cusco, du coup, ça tue Cendrillon. Mais des fois, il faut absolument tuer Cusco. Donc, on se contente de le faire, quoi. C'est une super carte pour Amber Steel mid-range pour le coup, parce qu'on a 2 bonnes Cendrillon en early game. En Amber, on a la Cendrillon à 1 qui est une chanteuse qui chante pour 3. Même si c'est pas la meilleure carte, ça peut être très très sympa, notamment dans les decks princesses en fait, qui vont jouer aussi des Ariel et des chansons. Donc ça te donne un payoff de late game qui en plus peut arriver au tour 5. Payoff, c'est récompense, hein. Allez voir le lexique si vous comprenez pas ce qu'on raconte. Et sinon, tu as aussi une Cendrillon à 2 mana en acier, qui permet de faire draw discard, qui est aussi une carte tout à fait décente, et qu'on pourra jouer dans les decks midrange. Donc voilà, en plus de ça, cette Cendrillon, elle a une vraie ambition de shift, quoi. Genre le Alter 5, il est pas là pour rire, il est jouable. Ouais. Voilà. Excellente carte. Et le top 1, bam. Ça fait beaucoup de bêtes. Je pense que les designers, ils sont fans de la bête. Il y a beaucoup de très bonnes cartes. Il y a même des cartes Beast qu'on n'a pas mis dans le top alors qu'elles auraient pu y être. Je pense notamment à une Beast Unco pour 4 mana qui ping de 1 quand elle arrive sur champ de bataille, qui synergise bien d'ailleurs avec la bête verte. Il y a 3 légendaires bêtes. Donc vraiment, on ne sait pas ce qui se passe avec la bête. Mais alors celle-là... Ouais, il se passe quelque chose. Mais alors celle-là, mon gars... Alors ça, c'est juste pour 5. Elle est ancrable. Elle est 3-5.
Donc elle a le même coup en encre qu'en endurance, vous savez que c'est très bien. Elle l'or pour 2, elle a shift 3, au cas où, de toute façon il y a plein de bêtes Pour dans le le jeu, plaisir. donc Pour le tu plaisir. pourras la shifter facilement. Et elle dit qu'au début de ton tour, si jamais ta bête elle a pas de dégâts, tu pioches une carte. Et si jamais elle a des dégâts, eh ben elle tape pour 7. Pour 7. Rendez-vous compte. 7. Ok. Et en fait, ça n'a pas de synergie particulière. C'est Non, juste c'est bien. bien. Bah si, un petit peu avec le soin du coup. Parce que tu peux Mais ça veut dire contrôler que l'effet. tu la joues, du coup elle n'a pas attaqué, il s'est rien passé. Du coup, tu vas prendre le début de ton tour, tu pioches une carte. Ouais. Et si C'est jamais genre il te l'a blessé mais sans te la tuer, classico, tu vois. parce que c'est assez dur de la tuer à part quand Ah tu fais ben du rouge. c'est la revenge, quoi. Tu blesses pas la bête, quoi. Ah ouais, tu mets cher quoi. Tu l'enrages si jamais tu blesses la bête. Ouais. Et c'est très flavor parce que la bête, quand elle est pas blessée, qu'elle vit bien, elle est dans l'opulence, elle est dans son château, elle est, c'est la bête, quoi. Elle est riche. Par contre, quand tu la blesses, ça devient un animal sauvage. Ouais. Alors Enfin, bref, j'émets juste un petit avis sur cette carte. Bon, je trouve que c'est très fort, hein, mais je me dis si le méta du jeu se transforme et fait qu'en fait il n'y a pas beaucoup de grosses créatures, le fait qu'elle soit blessée et qu'elle tape à 7 en fait, ça aura pas trop de valeur en fait. Non, mais son effet plancher, ce qu'elle fait au minimum, est pas mauvais. Quand bien Ouais. même, effectivement, se taper à 7, il y a plein de decks où on s'en foutra. En vrai. Ouais, honnêtement. mais du coup, le côté je la joue, je pioche ma carte et j'ai des stats très ok, c'est déjà super. En plus, avec un shift, enfin, ça n'a pas de sens. De toute façon, faut garder en tête que toutes les cartes qui shiftent, ça ne peut que être des meilleures cartes plus tard. Puisqu'il y aura Ouais. plus de chances de shifter, plus de cibles, que ce soit moins cher ou plus cher, hein, mais juste tu peux shifter dessus pour la transformer. Donc vraiment, ça, faut faire gaffe. Et surtout, si tu as une autre bête qui est blessée, bah, tu peux shifter dessus pour 3, et du coup ça devient Du coup, une elle est énorme blessée, bête tu tapes pour 7, ouais. qui, enfin, ça fait vraiment plein de bonnes choses, quoi. En tout de cas, bonnes j'ai choses. envie de tester cette carte. C'est peut-être pas la carte la plus puissante du set. Il y aura peut-être des cartes qui en synergie feront des choses plus broken, des cartes qui seront plus méta. Mais là, si on oublie le contexte, qu'on sait pas ce qui se passe, qu'on n'est pas capable de deviner le méta et l'entièreté des decks qui vont être joués, juste en termes de pure statistique et de texte, c'est la carte qui est un peu la plus impressionnante, je trouve. Ouais, ça fait pas mal de trucs, c'est très impressionnant. Fin de cette vidéo, de ce top. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'on a oublié des cartes, etc. N'hésitez pas. Il y a des cartes qui étaient très intéressantes qu'on n'a pas mis parce que c'était vraiment dans une seule synergie et qu'on ne voyait pas cette carte jouable autrement. Donc on a préféré moins en parler, surtout si la synergie n'était pas forcément jouable à terme. On a préféré parler de plus de trucs, de cartes qui vont dans plusieurs archétypes, ou alors justement de nouveaux archétypes, typiquement comme avec Madame Mime et Merlin. Voilà, c'est pour ça qu'on les a mentionnés. N'hésitez pas, et dites-nous aussi si vous préférez un top par couleur ou plutôt par rareté, sachant qu'on va retrouver globalement les mêmes cartes, mais que dans l'un, vous allez voir plus de cartes que dans l'autre, évidemment. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpl Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.